tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Une inflation qui grimpe et des budgets serrés, un contexte qui pousse de plus en plus de Français à revendre leurs effets personnels pour gagner en pouvoir d'achat. Quelques euros pour faciliter le quotidien, nous expliquera TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, dans quelques instants. Des tirs à balles réelles et des conditions extrêmes. La rédaction de 8 Mont-Blanc dans ce journal nous conduira dans les coulisses impressionnantes d'un exercice militaire organisé il y a quelques jours dans les Alpes. Et puis de la musique légendaire et un voilier. TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, nous dévoilera l'histoire d'un bateau qui fut la propriété d'un des fondateurs des Pink Floyd. Un voilier actuellement en pleine préparation pour une course de 6 mois en mer. Et puis en fin d'édition, nous vous conduirons en Martinique à la découverte du Dôme, un espace entièrement consacré à la découverte de la montagne Pelée et de sa riche biodiversité. Un sujet de Via ATV pour terminer ce journal. Je vous le disais en une, dans les titres, c'est une pratique désormais courante dans la vie des Français, revendre ses effets personnels. Alors que l'inflation continue de gagner du terrain, certains décident pour la première fois de se tourner vers cette économie circulaire. Des livres à l'électroménager en passant par les bijoux, quasiment tout se revend. Les sommes glanées permettent de soulager un portefeuille souvent malmené. Exemple à Bordeaux avec ce reportage d'Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est la première fois que vous venez chez nous ? Oui. C'est une grande première pour cette cliente. Dans ses mains, un ordinateur portable quasiment neuf qui appartient à son gendre et qu'elle s'apprête à vendre. Besoin d'argent parce que c'est très très dur pour tout le monde et aussi bien pour nous. Voilà. Vous espérez le revendre combien celui-ci ? Eh bien, il est neuf, il a été acheté il n'y a pas longtemps du coup. Bon, quoi, 80 € à peu près. Après quelques minutes et un examen approfondi du PC. C'est un produit sur lequel je peux vous proposer 90 €. Eh bien, Voilà. Une simple signature et la somme est remise immédiatement en espèces. franchement, je suis trop contente, du moins pour ma fille et mon gendre. Informatique, jeux vidéo, téléphonie. Aujourd'hui, tout s'achète et tout se revend. Alors en pleine période d'inflation, le directeur de ce magasin constate que certains clients n'hésitent plus à se séparer de leurs objets personnels. Clairement, ils peuvent pas boucler leur mois, ou parce qu'ils ont une galère avec leur boulot, ou qu'ils doivent mettre de l'essence tout simplement. Des produits délaissés, mais aussi des objets précieux. Vous voyez, le plus souvent, ce qu'on nous ramène, c'est des boucles dépareillères. On peut avoir souvent des alliances. À 35 € net le gramme, le cours de l'or atteint des records historiques. Dans cette boutique installée en pleine galerie marchande, on rachète le métal jaune sous toutes ses formes, des bijoux de famille transmis de génération en génération et dont certains doivent se séparer faute de moyens. Il y a une partie de notre clientèle qui vient parce qu'ils ont un coup dur à passer et qui revendent leur or qui est vraiment une solution de financement. Une clientèle qui n'hésite plus à revendre pour gagner en pouvoir d'achat. Entre février 2022 et février 2023, les prix à la consommation ont progressé de 6,3%. Une situation économique délicate pour de nombreux Français qui s'inscrivent, vous le savez, ces dernières semaines dans un contexte tendu pour le système bancaire. Après les États-Unis et la Suisse, des faillites sont-elles à craindre en France notamment ? Non, estime Steve Gentilly, le président de la Banque internationale du commerce, la BRED. Il juge les banques hexagonales et européennes sûres. Son avis au micro de Christophe Rigaud, écoutez. Ce n'est qu'une inquiétude. Le système bancaire français est solide, le système bancaire européen est solide. Face à la compétition mondiale, nous avons de grands atouts dans l'industrie bancaire. Bien sûr, non. Et on le voit bien, les crises, la première crise, celle qui est arrivée il y a une quinzaine d'années, était une crise américaine. Ce sont les Américains qui nous ont vendu à travers les subprimes une crise. Et aujourd'hui, regardez, aucune de nos banques n'est en défaut. Christian Estrosi, le maire de Nice, était l'invité de l'émission Face au territoire, jeudi matin sur TV5 Monde. Le numéro 2 du parti Horizon est notamment revenu sur la situation sociale du pays après une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Écoutez-le. Pendant 15 ans, les choses ont évolué plutôt en mal. En tout cas, c'est la perception qu'on en a dès qu'on voit ces manifestations fleurir. L'autorité de l'État, elle était aussi de votre côté, de votre bord politique. Enfin, bon, d'abord, je vous rappelle que nous avons veillé à ce que cette violence ne se traduise jamais dans les proportions où elle se traduit aujourd'hui.
je n'ai pas le souvenir de voir l'image de grandes villes de France. Ce n'est pas le cas de la mienne d'ailleurs, où on voit s'entasser les tas de poubelles qui servent ensuite à servir d'instruments pour les brûler, pour incendier, pour que ça se propage sur des véhicules. C'est du jamais vu. Nous avons eu la période des Gilets jaunes qui était d'une extrême violence. Voilà, Face au territoire avec Christian Estrosi comme invité, est à voir ou à revoir en replay sur le site internet de TV5 Monde et sur le site des partenaires de l'émission Ouest France, Nice Matin, France Antilles, 20 minutes La Montagne et le magazine Le Point. Elles étaient plus de 200 000 en France en 2021. Les victimes des violences conjugales sont devenues le triste symbole d'une parole qui se libère depuis le mouvement MeToo. Et pour protéger ces personnes, en grande majorité des femmes, des initiatives simples mais efficaces sont de plus en plus déployées par les collectivités. Dans l'Oise, vous allez le voir, une petite commune vient de créer des zones neutres, des espaces sécurisés et surveillés par des caméras pour procéder dans l'apaisement à l'échange d'enfants dans le cadre d'une garde alternée. Les précisions avec ce reportage de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. C'est un aménagement qui fait office de petite révolution dans les Hauts-de-France. Derrière ces 2 places de parking se cache un enjeu majeur, celui des violences intrafamiliales. On a 2 places de parking réservées lorsqu'il s'agit notamment le vendredi soir d'échanger les enfants dans le cadre de gardes alternées. À 2 pas de la gendarmerie et placée sous vidéosurveillance, les zones neutres permettent de remettre de l'apaisement dans des situations parfois sources de tension. Malheureusement, la ville n'est pas épargnée par ce qu'on appelle les violences intrafamiliales. Il n'a malheureusement pas été rare que la gendarmerie nationale ou que la police municipale interviennent, notamment à la sortie des classes. Un espace ouvert et sécurisé destiné aux couples séparés ou en instance de divorce, une première dans la région. Salut Stéphane, ça va ? Le résultat d'une collaboration entre communes, gendarmerie et police municipale, mobilisées pour répondre aux différents besoins des familles. Ça peut être également des parents qui sont vraiment en bon terme et qui doivent s'échanger les enfants avec des longues distances. Ça peut être également des couples séparés qui doivent quand même se rencontrer pour des échanges d'affaires entre eux. Et plutôt que de se donner rendez-vous sur une zone commerciale où ils auront des difficultés à se rencontrer, pourquoi pas se stationner devant la brigade de gendarmerie de façon sécurisée avec une grande facilité pour se retrouver. Coût des aménagements et de l'équipement de vidéosurveillance, 10 500 € financés par la municipalité de Pont-Sainte-Maxence. Dans quelques mois, un bilan sera établi en vue de dupliquer ces zones neutres sur le département de l'Oise. Sécurité encore dans ce journal avec cette fois-ci un tout autre décor et contexte, un exercice militaire grandeur nature de plusieurs jours dans les montagnes savoyardes. Pour l'occasion, 300 militaires étaient engagés dans des conditions extrêmes et pour le moins froides, comme a pu le constater Emmanuel Jo pour la chaîne 8 Mont-Blanc. Regardez. Aux alentours du refuge du Ruitor, la scène ne laisse que peu de place au doute. Nous sommes sur un théâtre de guerre. Depuis le début de la semaine, plusieurs sections se succèdent pour harceler l'opposant et tenter de conquérir sa position. Si la situation, comme les munitions utilisées, sont tout ce qu'il y a de plus réel, aucun mort ne sera à déplorer, car dans les 2 camps se battent des chasseurs alpins, issus pour la plupart des 7e et 13e BCA. Un exercice grandeur nature qui met à rude épreuve les hommes et le matériel. Le plus dur, je dirais que c'est de tenir dans la durée, en fait, de pas. C'est facile d'être mouillé et de rentrer le soir à la maison, mais le plus dur, c'est d'être mouillé et de tenir encore 3 jours d'exercice derrière. À l'instar de l'exercice CERS sur les hauteurs de Valloire, Quartz permet d'aguerrir de nombreux chasseurs aux particularités du combat en montagne. Le froid et la fatigue renforcés par un rythme soutenu sur plusieurs jours est en effet une stratégie d'entraînement qui joue un rôle considérable dans l'expertise militaire française. C'est des exercices de synthèse. Et en fait, les unités sont chargées de se préparer pour ces exercices. Donc on n'est pas ici dans l'apprentissage, on est dans la restitution. Et comme vous le soulignez, la restitution en combinant toutes les fonctions opérationnelles, tous les métiers de la brigade de montagne. De façon à ce que sur le terrain, et donc dans des conditions parfaitement réalistes d'un terrain ouvert en montagne, on ait la combinaison de ces compétences. Un entraînement qui permet aux troupes de montagne de se prévaloir d'une image et d'une expérience de premier ordre, à l'heure où près d'un tiers de la 27e BIM est actuellement déployé sur des théâtres d'opérations extérieures à travers le monde.
Voilà. Et du courage des forces armées à celui des civils, intéressons-nous à présent à une tendance en plein développement, les stages de survie. Comment s'orienter, s'alimenter ou encore allumer un feu en pleine forêt. Voilà des notions qui peuvent s'avérer utiles en cas d'imprévu solitaire. Un reportage près de Rennes de Natacha Astor pour la chaîne TVR. Regardez. Je vais vous perdre dans la forêt. Couteau à la taille, gourde dans le sac, au Petit Fougeray, on apprend des techniques pour survivre dans la nature. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a plus beaucoup d'eau dans la gourde. Vous voyez bien que là, c'est pas le chemin que vous aviez pris tout à l'heure, vous reconnaissez rien. Et vous dites, je veux retourner au parking où je me suis garé ce matin, même s'il y a 8-10 km. Là, sans être des fous, là, je reconnais des traces de vélo. Renan est moniteur de survie. Il donne des stages d'1 à 3 jours avec l'école buissonnière qu'il a fondée, la Skol Louarn. Là, ils savent se déperdre, ils savent se faire un feu, ils comprennent que l'eau, il y a des enjeux derrière, qu'il ne faut pas la prendre n'importe comment, n'importe quand. Et avec ça, on arrive déjà à prolonger leur vie sur 2, 3, 4 jours assez facilement. La survie peut découler d'une mauvaise organisation ou d'une blessure pendant une randonnée, un trek, un périple en VTT ou en canoë. Si on est perdu en rando, une journée seul, comment pouvoir s'orienter, s'alimenter, survivre. Après avoir ramassé du bois, les aventuriers d'un jour apprennent à manier la pierre à feu, un objet très utile qui rejoindra sûrement l'équipement des stagiaires. Si je pars en rando et tout ça, ouais, je pense qu'il y a moyen que ça devienne un indispensable. Même pour aller à la pêche, la rando, des trucs comme ça, je pense que oui, il y a moyen que ça devienne un indispensable. Ces stages attirent autant les initiés que les débutants, et cela peu importe l'âge. Je fais pas mal de randonnées, notamment lors des vacances. Aussi, j'aimerais bien faire un peu des stages chez les éclaireurs. Comptez 30 € pour devenir un apprenti aventurier d'une journée, histoire de savoir construire un abri de fortune, faire des nœuds ou encore s'orienter avec une boussole. Restons en Bretagne dans cette édition pour découvrir, je vous le disais dans les titres, l'histoire étonnante d'un voilier. Evrika, c'est son nom, prendra la mer en septembre prochain pour une course de plusieurs mois. Un événement pour lequel son équipage se prépare sur fond de musique. En effet, Evrika a appartenu, écoutez bien, à une légende de la musique, l'un des fondateurs des Pink Floyd. Explication de Caroline Chevrelier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Hasard ou destin, Dominique Dubois croise pour la première fois Evrika en 2008 sur les pontons du port d'Antigua dans les Caraïbes. Evrika était à côté de mon bateau. On discutait avec le skipper et on a fait une visite croisée des bateaux. Donc j'ai découvert ce bateau avec sous la couchette tribord du carré le piano pour le pianiste des Pink Floyd. Derrière, dans la cabine arrière, il y avait le disque d'or. C'était absolument incroyable. Ce bateau a appartenu pendant 25 ans à Chris White, aujourd'hui décédé. De cette époque subsistent encore quelques traces. On ne peut pas enlever ça. Dark Side of the Moon, c'est juste magique, quoi. Et d'ailleurs, Chris Wright, il a écrit un morceau qui s'appelle Evrika. Et si Dominique Dubois en a fait l'acquisition, c'est pour remplacer le Futuro. En janvier dernier, le Swan 651 est victime de la tempête Gérard. Le compte à rebours est lancé. L'objectif pour l'ancien dirigeant de Multiplast, chantier de construction de bateaux de course au large, est l'Ocean Globe Race, qui part en septembre prochain. Depuis 14 ans, je pense à cette course. Je suivais ça de près dans toutes les revues de voile qui existaient. Penvixis, c'était juste le bateau extraordinaire. C'était juste magique. C'est l'Everest de tout plaisancier. Le plaisancier compétiteur embarque famille et amis dans cette course à la voile autour du monde de 8 mois. 25 personnes vont se relayer tout au long du parcours. Pour l'heure, un convoyage de 380 000 entre l'Angleterre et l'Orient a déjà permis de prendre en main l'Evrika. On a fait une petite navigation en hiver, donc avec des conditions hivernales qui nous ont permis de valider le fait que ce bateau est vraiment fait pour la navigation au grand large. Avant de rejoindre la Trinité-sur-Mer, son port d'attache, 2 semaines de travaux vont être effectués sur le bateau. Le coût de cette Rolls-Royce des mers, comme le qualifie son nouveau propriétaire, reste quant à lui confidentiel. Voilà, connaissez-vous les carpes koi? Ces poissons de bassin, très appréciés en Asie, sont également très prisés en France pour leur couleur et leur taille. Dans la Loire, un jeune homme en a fait son activité et revend ces poissons importés du Japon. 200 à plus de 1000 € pour certains, vous allez le voir. Céline Ercilia est allée à sa rencontre pour TL7, la chaîne de la Loire.
Dans ce hangar, Lucas Roque garde une centaine de carpes koi. Toutes arrivent directement du Japon. Le jeune entrepreneur a fait le voyage en octobre dernier pour les choisir lui-même chez les producteurs. Et déjà, certains clients ont fait leur précommande. Pour vendre les poissons déjà sur Internet, directement sur Facebook, on prend chaque bol de poisson en photo pour en vendre un maximum déjà depuis le Japon. Lucas Roque s'adresse aux connaisseurs et passionnés comme lui. Il faut dire que la carpe koi japonaise n'est pas un poisson rouge. Certains spécimens ont une valeur à 5 chiffres. Ici, les prix vont de 100 à 1 millier d'euros. C'est un investissement et pour cet acheteur, un cadeau spécial pour ses 40 ans. C'est des œuvres d'art vivant en fait. Moi, je trouve ça magnifique et très apaisant. Donc j'ai plaisir le soir à rentrer du travail et m'occuper de ces beaux poissons et ça fait partie aussi d'une décoration de jardin, on va dire aussi, avec tous les bassins, les massifs fleuraux à côté. Les variétés ne sont pas peureuses du tout, tout ce qui est karachigoi, shagoi. Elles viennent, elles nous touchent les doigts. En plus de ces carpes, Lucas Roque propose de créer les bassins chez les particuliers et le marché se développe. Mais attention, il faut bien réfléchir avant de se lancer. Ces poissons peuvent vivre entre 30 et 60 ans chez nous. Au Japon, certains ont atteint les 200 ans. Voilà, ici les enfants se rendaient à l'école en Huicycle. Dans l'Hérault, une petite commune est la première collectivité à s'être équipée de ce mode de transport scolaire pour le moins original. Un vélo navette qui permet de transporter jusqu'à 9 enfants en même temps. Une solution pratique, rassurante et écologique pour le trajet domicile-école. Mélanie Caron pour Via Occitanie. Salut! Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ceci n'est pas une balade, mais un ramassage scolaire. Tous les jours, Mehdi sillonne une partie de la ville pour transporter les enfants à l'école. Une idée un peu folle qui s'est concrétisée en janvier dernier. Moi j'étais animateur périscolaire, j'étais également au passage piéton. Et j'ai vu une maman, elle galérait. Le grand voulait y aller en vélo, le deuxième il boudait et le troisième il allait aux pilettes. Et je me suis dit c'est pas possible. On a plein de fratries et comment on peut faire? Et bien là on a l'ICP, CE1, CE2, mon Dieu ça monte. Sur le Huicycle et les CM1, CM2 en vélo derrière. L'association en charge du projet croule sous les demandes. 27 familles sont déjà inscrites pour participer. Ici, tout le monde est conquis par ce nouveau transport écolo. Je suis rassurée parce que du coup, je sais qu'ils sont arrivés à bon port et du coup, j'ai plus ce problème de monter, descendre et courir surtout. Vu que Mehdi klaxonne, c'est bien et en plus, ça évite de marcher. Produit en Occitanie, ce vélo électrique équipé de panneaux solaires a été financé par la municipalité, un investissement de près de 10 000 €. Les villes aux alentours de Montpellier, le matin entre 8h et 8h30 sont vraiment saturées de voitures. Donc la priorité principale, c'est de désengorger un petit peu le centre du village. Un second vélo est déjà en cours de construction pour une mise en service en 2024. Allez, prenons la direction de nos jardins dans ce journal pour partir à la récolte, écoutez bien, de la sève de bouleau. Un breuvage printanier auquel on octroie des vertus pour la santé. Une affirmation qu'a voulu vérifier la rédaction de Vosges TV au cœur d'un espace vert où l'on récolte jusqu'à 200 litres de cet élixir. Un sujet d'Anne Didier et de Denis Lequia, regardez. Ce qui met la pompe en route, c'est quand il fait frais la nuit et un peu plus chaud la journée. Donc il y a froid, chaud, hop, ça met la sève en route. Ce jardinier repère aussi le phénomène de sève montante au champ de la Griffe-Draine qui annonce le retour des beaux jours. Ici, à Berchigrange, la récolte de sève, c'est la première activité de l'année. Chaque jour, Thierry passe auprès des 800 bouleaux de la propriété pour vérifier les installations. Il faut respecter l'arbre, c'est-à-dire ne pas faire des trous trop profonds, ne pas en faire 36 sur le même arbre, forcément. Mais autrement, ça se passe tout seul. On perce l'arbre et après on repasse tous les 24 heures, tous les matins pour récolter la sève que l'arbre a donnée. Jusqu'à 5 litres sur les 200 produits chaque jour sont récupérés au pied de l'arbre. Un terrain éloigné de la pollution, propice à cette activité. Ici, on est sur une moraine glaciaire, donc la sève, par conséquent, c'est très riche en sels minéraux.
On est sur du granit, ce qui n'est pas le cas de bouleaux qui poussent dans les plaines ou dans des sols trop argileux. Est-ce qu'il y a d'autres arbres qui auraient les mêmes vertus ? Alors non, pas particulièrement agréable à boire surtout, c'est ça. En fait, les bouleaux, il faut savoir que c'est les moines défricheurs qui ont découvert ça. Ils pouvaient le boire, c'était légèrement sucré et ils se sont aperçus qu'ils avaient tout simplement de l'énergie pour continuer leur travail. La sève est souvent assimilée à un élixir de printemps aux autres contre-indications. De multiples vertus qui se feraient ressentir après 2 semaines de consommation quotidienne. Il y a plein d'oligo-éléments qui sont directement assimilables par la sève. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça passe vraiment directement dans votre organisme. Vendue sur place, la poche hermétique coûte 33 € ici. De quoi faire la dite cure, à conserver à moins 4 degrés et à l'abri de la lumière pour éviter la fermentation à l'origine du goût acide en cas de mauvais stockage. Un breuvage saisonnier dont la récolte s'arrête à l'arrivée des premiers bourgeons, mais qu'on peut consommer toute l'année à condition qu'il soit passé dans des cuves de lactofermentation. Le liquide se charge alors en probiotiques. Après 40 ans de bons et loyaux services, les propriétaires de la brasserie chez Nini s'apprêtent à baisser le rideau. Leur restauration simple et authentique a fait 4 décennies durant le bonheur de leurs clients devenus des amis. Canal 32 s'est glissé dans la cuisine de cette institution si représentative des traditions culinaires de nos terroirs. Regardez. Dès que l'on franchit le pas de porte de l'institution gastronomique Romillonne chez Nini, 40 ans d'épluche. Le ton est donné, ici les clients sont formels, que du fait maison. C'est une tuerie, son pâté de tête. Là. Le chef et sa conjointe collaboratrice défendent la tradition culinaire française et les plats généreux. Rôti de porc, des frites, j'ai la langue de bœuf, du coq au vin, je vais faire du coq au vin. Je fais des tomates farcies, je suis parmentier, je suis pas tenté par les pizzas, par tout ça. Ça tombe bien, leurs clients non plus. Si à l'ouverture les ouvriers venaient régulièrement, aujourd'hui ce sont plutôt des retraités et quelques actifs pour les services. On fait bar, restaurant, dépôt de pain, pâtisserie et traiteur. Nos clients arrivent à se connaître à force tous. Les dimanches de pluie, à 17h, on peut être encore là. C'est nos clients, c'est aussi nos amis. Chez Nini va baisser le rideau le mois prochain. Le couple a réussi à revendre le restaurant et l'appartement à l'étage. Une page de l'histoire romillonne se referme. Ma mère a fondé ce petit restaurant-là en 1976. Et puis Nini, c'était ma mère, elle est partie en retraite. Et puis j'ai racheté le restaurant. Quand on habite à Romilly, on connaît forcément le restaurant chez Nini. D'ailleurs, moi j'ai été impressionnée du nombre de partages que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux. À 61 ans, Isabelle prévoit de s'inscrire pour la première fois à Pôle emploi en attendant la retraite. À 66 ans, Laurent prévoit quant à lui d'aller à la pêche ou aux champignons pour cuisiner à l'occasion des plats simples et bons. Voilà, et on leur souhaite bien évidemment une belle retraite remplie de plats généreux et de partage. Une exposition en plein air sur des panneaux publicitaires. L'idée originale nous vient de Limoges, où la culture s'invite sur les écrans et où la publicité est remplacée par des créations graphiques. Un projet culturel qui trouve sa source dans les confinements et qui se prolonge aujourd'hui à l'aide de QR codes. Images et propos recueillis par Alain Druot sur place. C'est parti il y a un petit peu plus de 2 ans, avec l'envie, juste après le confinement et au moment du confinement, d'apporter un peu de joie aux habitants qui étaient enfermés chez eux et qui n'avaient plus la possibilité d'aller voir des expositions. On prend son petit téléphone, on va sur l'application intégrée sur le téléphone ou sinon vous en chargez une, vous ouvrez le lien et vous avez l'image animée de l'œuvre de Système. Cette thématique, c'est qu'ils viennent pour amener du happy feeling au sein de l'existence des gens. Allez, direction la Martinique pour terminer ce journal. Et vous allez le voir, sur l'île aussi, la culture s'ouvre sur l'extérieur. Grâce au dôme, les touristes peuvent désormais en savoir un peu plus sur la montagne Pelée et son environnement. Ce nouvel espace, situé sur le flanc du volcan, a ouvert ses portes il y a quelques mois et veut attirer les curieux en quête de nature et de connaissances. Visite guidée de Jean-Marc Dabreux pour Via TV sur place. À 700 mètres du sommet de la montagne Pelée, un musée à ciel ouvert.
Ces 2 touristes belges arrivent ici un peu par hasard. Nous, on avait vu qu'il y avait une maison, on va dire, une grande maison noire ou un bâtiment noir. On ne savait pas du tout ce qu'il allait avoir. L'occasion de parfaire leur connaissance après avoir effectué l'ascension de la montagne Pelée. Donc je savais que l'éruption du volcan était en 1902, mais c'est vrai qu'après, à part ça... Exposition de roches magmatiques, explication sur la formation du volcan. C'est vraiment un espace qui est dédié à ces études et à la composition de la montagne Pelée. La visite se veut aussi immersive, avec la prochaine ouverture de chambres d'hôtes. Donc ce sont des hébergements qu'on appelle semi-troglodytes. D'ici le mois de juin, on aura reçu tout le mobilier, les lits, comme les commodes, etc. Mais c'est fait pour rester simple. L'objectif, c'est d'avoir une expérience authentique. Et depuis votre chambre, vous pourrez voir les étoiles directement depuis la couche. Parmi les guides, Sylvian, un jeune Martiniquais de retour au pays depuis la crise Covid en 2020. Je suis sur une formation qui est plutôt d'ordre de gestion, finance, comptabilité. Et je me suis vite rendu compte en voyageant, en explorant le monde et surtout en me connectant à la nature que ce que je voulais faire, c'était y participer, la défendre et surtout la faire connaître. On n'a pas encore appris à siffler pour faire venir les oiseaux, mais ça va venir. Si vous vous mettez là pendant un instant et que vous restez justement à faire ce bruit-là, je vous assure que les oiseaux s'approchent. Aujourd'hui, loin d'être un incontournable dans le programme des touristes, le Dôme souhaite attirer le maximum de visiteurs. La structure est désormais ouverte aussi le week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.